Une production Stéréolab. L'idée, elle est vraiment de réussir à produire un miel qui profite aux habitantes du quartier sur lesquels les abeilles sont implantées. J'ai pas de famille qui vient du milieu agricole particulièrement. C'était plus par intérêt de valeurs et d'éthique. Bonjour et bienvenue dans Travail soigné, le podcast des gens qui aiment leur métier et qui en parlent bien. Dans cette série, je vous invite à découvrir des personnalités hors du commun, leur rapport au travail et leur satisfaction intime d'exercer leur métier avec soin. Ça faisait longtemps que je voulais rencontrer un apiculteur, et puis il y a les occasions manquées, un mauvais timing, le boulot des uns ou des autres qui fait obstacle, et puis vous le savez, ce n'est pas qu'une question de métier, mais de personnalité, surtout. Mais ça y est, c'est bon, je l'ai trouvé, et dans un lieu assez inattendu. Comme en témoigne la rumeur de la ville, nous sommes en plein 19e arrondissement de Paris, au jardin de la Villette, pour être exact, juste à côté de la Grande Halle, pour celles et ceux qui connaissent. Alors que les pourfendeurs de la culture bobo se détendent immédiatement et reprennent leur souffle, notre apiculteur du jour n'a rien du hipster reconverti qui soigne sa com sur les réseaux. Âgé de seulement 25 ans aujourd'hui, Pierre Merlet s'est intéressé à l'apiculture alors qu'il était lycéen, en Mayenne, déjà conscient des enjeux écologiques de notre époque. Ce qui m'intéressait, c'était les questions de transition agricole au sens large, donc permaculture, agroécologie, quand j'étais au collège, lycée, fin de collège, début de lycée. J'ai pas de famille qui vient du milieu agricole particulièrement. C'était plus par intérêt de valeurs et d'éthique. Et donc je me suis dit, globalement, comment est-ce qu'on peut changer ça ? J'avais pas forcément la chance d'avoir des champs et tout ça pour essayer. Mes parents étaient pas très très chauds pour que je retourne leur jardin et que je casse le gazon qu'ils venaient de faire. Donc globalement, j'ai réussi à dealer avec eux le fait de mettre des ruches en disant, dans un système équilibré et permaculturel, la pollinisation est au moins aussi importante que les plantes qu'on y fait pousser. Donc, si vous êtes d'accord, je mets des ruches, je vous file des pots de miel pour vos amis, et tout le monde est content. Ça c'est bien fait, ils ont été piqués plusieurs fois, mais au final, c'est comme ça que moi j'ai pu commencer à avoir mes premières ruches. Je me suis formé après dans des syndicats apicoles dans le département. Et par la suite, quand je suis arrivé à Paris pour mes études, je voulais un peu essayer de continuer ça à Paris. Et donc j'ai contacté un apiculteur bio parce que j'avais aussi envie d'avoir cette vision-là des valeurs et une éthique particulière dans cette démarche-là, dans ce travail-là et d'accompagnement des abeilles. Alors étudiant à Sciences Po Paris, Pierre a répondu à un appel à projet de la ferme de la Villette pour y installer des ruches, produire du miel évidemment, mais surtout partager son savoir et sensibiliser les urbains à la cause environnementale. Moi à l'époque j'avais 21-22 ans et ils m'ont fait confiance sur le projet à la fois. Je leur ai présenté un projet en disant moi je veux accueillir du monde, je veux aussi produire un peu et souligner un peu le terroir de la Villette. Donc à la fois articuler un projet où on fait du miel, mais en même temps, moi dans ma vision, faire du miel c'est chouette, mais c'est pas tout. Et le plus important selon moi, c'est aussi de pouvoir former des gens et de pouvoir sensibiliser des gens aux questions des abeilles. Mais les abeilles sont aussi une porte d'entrée pour parler de plein d'autres sujets différents. On va parler de perte de biodiversité, on va parler de changement climatique, on va parler d'espèces invasives, on va parler de pollution, de pesticides, plein de sujets qui sont hyper actuels et nécessaires et importants. C'est une chance et c'est une mission aussi, c'est de se dire on est à Paris, on peut accueillir du monde assez facilement, il y a une vraie demande qui existe, il y a des gens qui veulent se former à ces métiers-là, ou des gens qui veulent apprendre sans forcément devenir apiculteur ou apicultrice. Profitons-en et donnons-leur les possibilités. L'idée, elle est vraiment de réussir à produire un miel qui profite aux habitantes du quartier sur lesquels les abeilles sont implantées. J'ai pas de velléité à ce qu'ils soient sur la tour Eiffel ou machin en disant c'est le miel de Paris. En fait, je m'en fiche un peu. Les abeilles vont à 3 km de leur ruche. Donc globalement, moi je fais un peu la même chose. J'essaie de me dire dans quelle mesure c'est possible de vendre son miel à 3 km de sa ruche. Donc il y a un double enjeu, le rendre accessible donc dans des magasins qui sont dans le quartier et le rendre aussi accessible en termes de coût. Évidemment, moi il faut que je m'y retrouve, mais pas de surfacturer un produit juste parce que c'est fait à Paris. Les abeilles sont des insectes absolument fascinants dont l'activité de pollinisation est essentielle à la flore. On en compte 20 000 espèces dans le monde, environ 2 000 en Europe et 1 millier en France. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'Apis mellifera, l'abeille domestiquée qui produit du miel, rassemblée en colonies dans des ruches qui se composent d'une seule reine, de 90% d'ouvrières et de mâles qu'on appelle les faux bourdons.
Alors ici, on va avoir 10 ruches. Qui dit ruche dit à peu près, en ce moment, je dirais 50 000 abeilles, donc 500 000 abeilles, un demi-million. Ça fait beaucoup. Et donc chaque colonie vit dans une ruche particulière, c'est sa maison, quoi. Et les abeilles, normalement, ne se trompent pas de ruche, elles ne passent pas d'une ruche à une autre, mais vraiment ont leur maison à elles. Quand on parle d'espèces d'abeilles, on va parler de Apis mellifera, donc c'est l'abeille qui fait du miel. Et après, on va avoir des sous-espèces d'abeilles qui sont généralement, historiquement, endémiques de territoires particuliers. L'abeille, mettons, je sais pas, italienne, n'est pas la même que l'abeille qui peuplait l'Irlande, par exemple. Pour des raisons juste de territoire, de fleurs, de saisonnalité, de climat. L'abeille endémique ici sur le territoire parisien était l'abeille noire. Après, globalement, il y a aussi des sous-espèces d'abeilles que les humains ont pu croiser, notamment l'abeille bugface qui est connue pour être un peu douce, tout ça. Ici, en fait, fonctionne vraiment par empirisme pur, c'est-à-dire qu'il faut savoir que chaque reine est fécondée par 10-15 mâles différents, donc de souches différentes. Moi, mon principal critère, c'est vraiment le fait qu'elle soit pas agressive, parce qu'on est en Paris, qu'il y a du monde qui vient. Résistance aux maladies, c'est-à-dire qu'elle tombe pas malade tout le temps et qu'elle ne meurt pas chaque année. Et la production de miel vient vraiment à la fin de la fin, quoi. Mais dire qu'il y a une abeille de telle espèce ou des variétés, c'est un peu compliqué. C'est vraiment un petit peu un ensemble de différentes sous-variétés d'abeilles, quoi. Alors compte tenu de la pollution, il pourrait sembler contre-intuitif d'installer des ruches en milieu urbain. Et pourtant, le nectar butiné par les abeilles, qui devient du miel en se déshydratant dans la ruche, bon là je résume vraiment très vite, le nectar donc est très peu en contact avec l'air ambiant. Par ailleurs, la ville de Paris a entrepris une gestion écologique de ses espaces verts dès les années 2000, jusqu'à totalement bannir les produits phytosanitaires chimiques en 2009. Autrement dit, les abeilles parisiennes ne sont pas exposées aux pesticides comme peuvent l'être leurs congénères des campagnes, proches d'exploitations agricoles conventionnelles. Voilà pourquoi un miel urbain comme celui de Pierre est parfaitement sain à la consommation. En revanche, ce qui fait la particularité du miel parisien, c'est la variété des fleurs qu'il compose. En fait, dans Paris, on ne va pas avoir une ultra prédominance d'une espèce de fleur. En gros, on ne va pas avoir 90% d'acacia et dire ça miel d'acacia, sur une zone déterminée. En gros, les abeilles vont à 3 km de la ruche. Ce qui fait que l'apiculteur, on peut savoir, à 3 km de la ruche, quelle espèce de plante il va y avoir à quel moment de l'année. À Paris, on n'a pas ça parce qu'on n'a pas d'espèces de fleurs en ultra majorité. Par contre, on va avoir quand même une dominance à certaines périodes de l'année. Typiquement, durant l'été, le tilleul est très 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 présent. C'est un arbre ornemental qui a été utilisé dans beaucoup d'arrondissements pour mettre sur des places, faire des grands alignements sur les boulevards. Et donc, il y a beaucoup de tilleul. Pour autant, il y a aussi beaucoup d'autres espèces qui causent le milieu, notamment ici sur le parc de la Villette, aussi près des jardins, parce que forcément, dans les jardins, il y a aussi plein d'espèces de fleurs qui sont plantées justement pour leur qualité florale et qui vont se retrouver à la fin dans le miel. Ce qui fait qu'en fait, on ne va pas avoir deux miels monofloraux, donc un miel d'une espèce de fleur, mais on va avoir des miels multifloraux. Ce que je fais moi, c'est que je vais distinguer selon deux périodes différentes. Un miel de printemps, où là on va retrouver toutes les fleurs qui ont été au printemps cette année-là, en fonction des conditions climatiques. C'est comme si moi je prends une photo de la Villette au printemps et je dis la Villette 2023, c'est ça. C'est une expression, comme si on faisait une photo, c'est une expression de ce moment-là. Et durant l'été, où pareil, on va faire une deuxième récolte, au mois de juillet, début juillet. Et là, on va prendre le nectar et le miel des fleurs qu'il y a eu à ce moment-là. Donc là, pour le coup, avec du tilleul, avec parfois un peu de sophora, mais généralement un peu d'acacia aussi. Et toutes les plantes de jardin. Il y a pas mal de lavande, de romarin qui sont là aussi. Enfin bref, une grande diversité. Ça fait un cocktail qui chaque année change, évidemment, parce que en fonction des conditions météo de l'hiver, du printemps, de l'été, les fleurs vont changer. Typiquement, l'année dernière, donc en 2022, il y avait beaucoup moins d'acacia, parce qu'il avait fait très froid durant le printemps. C'est plutôt chouette. Moi, je trouve que ça raconte une belle histoire et que ça permet aussi d'avoir un peu une découverte chaque année par rapport à tout ça. Je vous le disais, on est rapidement fasciné par le fonctionnement d'une ruche et l'organisation de sa colonie d'abeilles, et j'ai donc demandé à Pierre de me résumer le cycle de vie d'une ruche au cours des 4 saisons. Si on commence du début, mettons l'émergence un petit peu au printemps, fin mars, début avril, où là, la colonie va un peu sortir de l'hiver, elle va commencer à grossir, la reine va recommencer à pondre de nouvelles abeilles, parce que les fleurs commencent à arriver. Donc là, la colonie, elle revient un petit peu, elle commence un peu à regrossir. Elle est quasiment au minimum de ses réserves de miel, elle a quasiment tout mangé durant l'hiver, et elle est quasiment au minimum de population, à peu près 20 000, ce qui reste assez gros quand même. Du coup, moi, je recommence un peu à bosser, vérifier qu'il n'y ait pas trop de casse, c'est-à-dire pas trop de ruches qui sont mortes, donc de colonies qui sont mortes durant l'hiver, de faim, de maladies, de plein de trucs différents. Parfois des ruches peuvent être renversées, ça peut arriver. Et donc, fin de printemps, la colonie elle a déjà beaucoup regrossi. Non seulement elle va récolter du miel, enfin du nectar pour le manger directement, mais elle va pouvoir aussi en mettre de côté.
elle va en mettre de côté tellement qu'elle va en avoir quasiment suffisamment déjà pour passer l'hiver suivant, si tout va bien, à la fin du printemps, début de l'été. Dans ce cas, les apiculteurs, eux, en tout cas ce qu'on peut faire de nous ici vers Paris, c'est que dans la mielée de printemps, on va pouvoir, s'il y en a, prendre un peu de miel. L'idée étant qu'on va devoir estimer ce qu'elles ont besoin pour l'hiver suivant. Moi, dans la pratique, essayer de me dire, je vais leur laisser encore plus que ce qu'elles ont besoin. De toute façon, j'ai que 10 ruches ici à Paris. L'idée n'est pas de faire un lieu productif d'exploitation avec les abeilles, mais de rester dans une logique d'accompagnement, faire un peu tampon avec toutes les problématiques environnementales pour qu'elles aillent le mieux possible. Et donc, je veux pas être moi-même une force de prédation, alors que j'essaie de les défendre par ailleurs de toutes les autres agressions du monde extérieur. Une fois que l'été avance, on récolte au mois de juillet, assez tôt. L'idée étant qu'en fait, comme ça, les abeilles ont aussi le temps de reconstituer les réserves et vraiment de bien préparer l'hiver avec juillet, août, septembre et octobre. Nous, apiculteurs, on fait la récolte d'été. Je remets la fatigue entre-temps parce que c'est quand même beaucoup de travail. On part en vacances, généralement au mois d'août. Parfois, on peut faire des traitements sur les colonies si elles ont des maladies, si elles ont des espèces invasives, notamment le varroa, qui est une petite tique qui se pose sur les abeilles. Et au mois de septembre, c'est la rentrée des apiculteurs. Et là, on rentre vraiment dans la préparation de l'hiver en essayant de réduire la taille des colonies, c'est-à-dire essayer de bien les resserrer, bien les isoler, vérifier qu'elles ont suffisamment de nourriture. Si, mettons, une colonie a beaucoup de nourriture, une autre moins, on peut faire des échanges de nourriture. Et comme ça, essayer d'homogénéiser un peu tout le monde et pour que tout le monde ait un peu de la nourriture pour passer l'hiver. Une fois que l'hiver arrive, les abeilles vont se mettre en grappe. Elles vont former une boule, elles vont maintenir la reine au chaud durant tout l'hiver. Elles sortent seulement quand il y a des éclaircies pour aller faire leurs besoins et rentrer dans la ruche très vite parce que sinon elles s'engourdissent de froid. Et elles mangeront le miel qu'elles ont récolté durant l'année précédente. L'idée étant qu'il faut qu'elles en aient suffisamment pour pas mourir de faim, mais pas forcément utile qu'elles aient un trop grand volume non plus, parce que sinon elles vont avoir du mal à aller chercher le miel qui est trop loin de la grappe. Donc il faut trouver le bon volume avec la bonne quantité de réserve pour qu'elles puissent passer l'hiver dans des conditions qui soient entre guillemets optimales. Mais ce qui garantit pas le fait qu'il y aura 100% qui suivra pour autant. Chaque année, on va avoir, ça peut arriver entre, ça dépend, 0 et 10-15% de pertes. C'est normal, c'est comme ça, on a beau bien travailler et faire le mieux qu'on peut. Ça peut arriver. Et c'est vexant, dur et compliqué. Parfois, c'est notre faute. Et il faut savoir apprendre de ça. Ce qui est difficile avec un métier qui est annuel, à la différence d'un artisan qui, je sais pas, fait des assiettes. S'il se foire l'assiette, il peut la refaire une demi-heure après et apprendre assez rapidement. Quand t'es apiculteur, le problème c'est que c'est annuel. Donc si t'as fait une bêtise, tu la paieras 6 mois plus tard et tu pourras la résoudre qu'1 an après. C'est un petit peu différent. Donc les abeilles passent l'hiver, se mettent en grappe, mangent le miel qu'elles ont récolté durant l'année. Et au printemps suivant, si tout se passe bien, dès que les fleurs et la température remontent, les abeilles ressortent de la ruche, butinent et ça regrossit. En omettant le fait que chaque année, les colonies ont une tendance naturelle à vouloir se diviser en deux, on appelle ça l'essaimage. Donc nous les humains on est 2, on va en faire un 3e. Elles, leur mode de reproduction, c'est qu'elles vont grossir à tel point que la reine va partir en laissant les bonnes conditions pour qu'une reine puisse arriver. Ce qui fait qu'en gros d'une grosse colonie, on va en avoir 2 plus petites qui l'année suivante vont regrossir, se recouperont en 2, ça fera 4, s'il n'y a pas de perte évidemment, puis 8, et ça grossit comme ça. Le moment est venu de s'approcher des ruches. Et bien que les colonies de Pierre soient plutôt dociles et accueillantes, on enfile chacun une combinaison, mais je suis surpris de voir que Pierre ne porte pas de gants. C'est juste par habitude et parce que c'est plus simple de manipuler et puis ça réinstaure un peu un esprit d'égalité. C'est-à-dire que si je fais une bêtise, elle me pique et puis j'avais qu'à pas faire la bêtise. Voilà. Avant toute chose, quand on ouvre une ruche, l'important au départ c'est d'allumer un enfumoir parce que les abeilles elles communiquent avec des phéromones, donc des odeurs. Et l'idée c'est quand on met un peu de fumée, ça évite qu'en fait elles puissent s'emballer et qu'elles soient un peu dans un état de stress. L'enfumoir, c'est une espèce de grosse boîte de conserve équipée d'un bec et d'un soufflet. Pierre y allume de la paille humide qui produit une fumée bien épaisse et pas trop chaude pour les abeilles. Première chose à faire, c'est de mettre un peu de fumée sur le devant de la ruche pour les prévenir qu'on va venir et qu'elles s'affolent pas et voilà. Ok, on va dire que c'est bon. Là on va soulever. Les abeilles donc elles vivent dans une ruche avec différents cadres et elles collent les différents éléments de la ruche avec de la propolis, c'est une espèce de colle naturelle qu'elles récupèrent sur les bourgeons de certains arbres. Donc pour venir observer, il suffit avec un lève-cadre de venir décoller un peu les différents éléments qu'elles ont collés entre elles. Et ça fait souvent un petit bruit, hop, ça claque un peu. Et on arrive dans la colonie. Donc la colonie, des milliers d'abeilles qui vivent en parfaite harmonie.
seulement gêné par le frelon asiatique en ce moment. Un peu de fumée pour qu'elles descendent, pas les écraser quand on veut manipuler, et qu'elles restent très très calmes. Donc cette colonie, je la connais, je sais qu'elle est très très chouette, et qu'elle est toujours très gentille. Donc. Quand on vient ouvrir, on commence souvent par le côté, pour observer un petit peu la colonie. Sur le côté, généralement, vont être placées les réserves de miel. Déjà, on peut sous-peser la ruche, voir si elle est assez lourde, mais c'est l'occasion un petit peu de regarder les réserves qu'il y a dans la ruche en termes de miel. Sur ce cadre que là je vois en ce moment, donc on a vraiment un cadre avec beaucoup de miel qui est assez lourd. Une partie du miel est déjà operculée, ça veut dire que les alvéoles de cire que les abeilles elles ont faites, les alvéoles en hexagone là, elles sont remplies de miel et mettent un petit bouchon de cire sur le dessus. Comme nous on fait avec la confiture par exemple, mettre un petit bouchon. Et si on a le petit bouchon, et en fait en dessous on voit qu'il y a du miel. Donc là dès que j'enlève la petite opercule de cire, on se rend compte que les abeilles qui viennent manger le miel direct. Il y a certaines alvéoles qui sont encore ouvertes et qui ont un aspect un peu brillant à l'intérieur. Tout simplement dedans, c'est du nectar de fleurs, c'est donc du sirop de fleurs entre guillemets, qui n'est pas encore assez sec pour être du miel. Donc elles sont en train de le déshydrater pour pouvoir le conserver au maximum. Plus on va aller vers le cœur de la ruche, plus on va avoir accès à la zone qu'on appelle le couvain, c'est où la reine va pondre. Et on va se rendre compte qu'en fait là, on va avoir des opercules qui sont fermés mais de façon un peu plus brune. Et en fait dessous, ce sont des abeilles qui sont en train de naître. La reine elle pond des tout petits œufs. Ces œufs grossissent, ils deviennent des larves, ils sont nourris par les abeilles adultes. Et en fait, à terme, ils vont tellement grossir que les abeilles vont fermer l'opercule comme pour faire une chrysalide de papillon. Ça fait un milieu fermé, quoi. Et donc là, on voit, la reine, elle pond des milliers d'œufs par jour. Certains, on les voit même pas tellement ils sont petits dans chaque alvéole. Un œuf par alvéole, évidemment. 21 jours après, le petit œuf a bien grandi et il naît sous forme d'une abeille qui commence directement à travailler. Et elle vivra 45 jours. Je dirais qu'il y a des étapes que j'apprécie moins que d'autres, parce qu'elles sont ou plus dures, ou plus longues, ou plus répétitives. Non, la partie la plus agréable, ça reste d'être sur ces ruches en vérité. C'est-à-dire d'être au contact des abeilles. Malgré le fait qu'elles soient très autonomes, on les a quand même rendues, de par toutes les perturbations environnementales qu'on crée, un peu dépendantes de notre soutien. Parce qu'elles vivent très bien dans un monde où il n'y a pas d'humains qui ont mis le bazar. Une fois qu'on a mis le bazar, forcément on a aussi cette responsabilité. Donc là où moi je prends du plaisir, c'est de me dire tiens, j'ai réussi à faire un peu tampon et ça les a bien aidés. Donc être sur ces ruches, c'est chouette. Partager tes connaissances et tout ça, c'est aussi hyper chouette. Et c'est ce qui me permet moi aussi de me distinguer un peu d'autres apiculteurs qui sont parfois plus âgés, donc souvent des hommes, souvent plus âgés, qui sont un peu dans leur champ tout seuls, et c'est un choix, et c'est très cool. Aussi parce que souvent ce sont des personnes qui ont fait des reconversions. 35-40 ans, banquier, ça m'a saoulé, je pars faire des ruches. Je veux être tout seul dans mes champs, très bien. Moi, là, je suis encore jeune par rapport à ça et j'aime bien essayer d'être au contact. Donc, à la fois en Mayenne, donc là où j'ai des ruches, je fais mon travail d'agriculteur, entre guillemets, où genre je suis dans mes champs et je fais du miel avec mes abeilles et c'est cool. À Paris, j'accueille du public et je rencontre des personnes, mais des gens hyper chouettes, des gens hyper variés, des profils super cool qui après restent ici, peuvent m'accompagner. C'est ce que Paris offre comme chance, c'est juste une espèce de creuset un peu hyper intense, quoi. Donc ça, c'est chouette. D'autres parties qui sont moins agréables, la récolte de miel, c'est intéressant, mais c'est très très lourd à porter, littéralement. On trimballe des tonnes et des tonnes. C'est pas que je fais des tonnes de miel, hein, mais c'est juste que, mettons, je sais pas, si je récolte à la viette 200 kg, il faut que je l'enlève des ruches, et que je le mette dans la brouette, je sors de la brouette, et je le soulève, je fais l'extraction dans un truc qui tourne, je le ressors, je le filtre, je le reporte je le porte 20 000 fois. Ce qui fait que de 200 kg, en fait, si on additionne, je l'ai porté 2 tonnes. Parce que je l'ai porté un nombre de fois incalculable. Le miel qui colle un peu partout, tout ce genre de trucs. À la fois, c'est cool parce que c'est le moment un peu génial, et à la fois, c'est dur. Physiquement, c'est vraiment un métier difficile. Être sous la combi à 35 degrés, quand il fait super chaud, c'est désagréable, en vrai. Donc c'est un vrai sport en soi. On peut s'attacher à savoir quand même que les abeilles ont des cycles de vie assez courts par rapport à nous. Une abeille, elle vit à peu près 45 jours. On peut lier une relation avec ces abeilles, évidemment, mais plus par rapport à la colonie, qui est en fait un petit peu ce super organisme-là, c'est-à-dire que c'est un animal en fait en soi, là où chaque abeille est quasiment une cellule de cette grosse entité. Oui, on a une vraie relation avec elle, l'idée c'est que on passe tellement de temps aussi à essayer que tout se passe bien pour elle, d'investir du temps et de l'énergie pour tout ça, que si elle meurt par exemple, parce qu'il y a eu des maladies ou qu'on a mal fait les choses, on est impacté, logique. Vous
Vous avez peut-être vu ces étudiants de grandes écoles qui, par conviction, tournent le dos à des industries qui leur ouvrent les bras pour des carrières toutes tracées. Pierre fait assurément partie de cette jeunesse, consciente des enjeux qui l'attendent, engagée pour mettre ses compétences au service du bien commun et de la préservation de notre environnement. Moi, j'ai fini mes études il y a 1 an et c'est un peu la première année, c'est ma première saison là, où qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste dans ce pourquoi j'ai reçu une formation académique, à savoir rien à voir avec l'apiculture, que je mène en parallèle, hein, évidemment, c'était un peu ce que je faisais à côté. Ou est-ce que j'ai essayé en fait de bifurquer un peu et de me dire ça m'intéresse pas, je vais pas forcément participer à un modèle dans lequel je me reconnais pas. Donc je suis condamné à devoir faire un choix un peu plus réduit mais qui moi me va complètement, qui est pas forcément le choix le plus simple, mais qui permet au moins d'avoir une conscience plus tranquille, donc c'est cool. Ma façon de l'envisager, c'est de me dire qu'en fait, aujourd'hui donc je suis apiculteur, quasiment à plein temps, mais ça reste un travail qui est saisonnier, donc c'est-à-dire que il y a une partie du temps où je vais être, notamment pendant l'hiver, un peu moins sollicité. Automne-hiver, je vais écouler ma récolte, mais sur les ruches, je suis un peu plus disponible. Et la résolution que j'ai moi aujourd'hui à cette équation-là, c'est de me dire que donc, j'ai 2 activités en parallèle. Je bosse donc dans une microbrasserie de bière, qui est une microbrasserie sociale avec tout un parcours d'insertion, de solidarité et une vraie démarche éthique en termes de production, donc en bio et tout ça. L'avantage en fait c'est que ça reste un peu modulable, c'est-à-dire que le jour où ça devient trop, en fait je réduis le nombre de ruches, mais en fait moi je veux le garder pour garder un pied dans le concret et ça me permet en fait de voir les évolutions concrètes de l'environnement en vrai. Je sais qu'en vivant en ville, j'aurais pas la chance de voir les choses changer en fait en direct, et c'est le lien qui me permet aussi entre guillemets de me légitimer en me disant voilà, moi je vois les choses qui changent, j'agis au quotidien, j'ai des ruches et je sais ce que c'est et je connais les difficultés. C'est une activité d'engagement pour moi, donc avec une question de valeur et une question de concrétisation de ces engagements-là. Mais dans le futur, effectivement, moi je pense que ce serait une partie importante de mon parcours professionnel. Après, est-ce que ça restera quelque chose à plus grande échelle ou pas? Est-ce que je m'y consacrerai entièrement? J'ai pas encore de réponse à ça. Pour l'instant, moi j'en sais rien. Est-ce qu'un jour j'en vivrai totalement? Je pense pas, parce que je veux pas dépendre d'une source de revenus particulière et je veux pas que ma survie dépende de leur survie à elles, donc non. Et c'est aussi fonction de toutes les dynamiques et tous les changements climatiques qui sont à l'œuvre, dans la mesure où moi je suis dépendant de tout ça. La question devrait plutôt être, est-ce que j'aurai encore la chance de pouvoir pratiquer ce métier-là dans 20 ou 30 ans? Et ça c'est la vraie question. Moi j'aimerais bien. Est-ce que ça sera possible, viable économiquement en termes de temps? Est-ce qu'on pourra le faire de façon aisée? Je suis pas si sûr. Un grand merci à Pierre pour son accueil. Vous trouverez toutes les infos pratiques pour assister à ces ateliers au Jardin de la Villette dans les notes de cet épisode. Si vous avez aimé ce podcast, montrez-le sur votre application d'écoute préférée. Un abonnement, 5 étoiles et un commentaire, si votre application le permet, sont très importants pour qu'il puisse être découvert par d'autres auditeurs. Et surtout, parlez-en autour de vous. Vous pouvez suivre Travail Soigné via les comptes Stéréolab sur Instagram, X et Facebook et m'envoyer vos suggestions pour de prochains épisodes. Merci pour votre écoute et à très bientôt.